Là, tout d'un coup, l'Amérique du 5e est envahie de l'âme russe. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que nous avons, au moment où démarre cette manifestation, nous avons une neige, des flocons de neige qui sont en train de tomber sur le Panthéon. C'est absolument sublime. Voilà. Donc, je suis ravie pour deux choses, pour deux raisons majeures. Je suis ravie parce que, évidemment, derrière, c'est la Russie. Et Dieu sait que la communauté est importante. Elle est importante à Paris. Elle est importante dans le 5e, Monsieur le Président. Et ça, on en redira plus peut-être demain soir quand on mettra le prix. Et puis, je suis heureuse de vous accueillir pour une autre raison. C'est que le livre, c'est l'ADN du quartier latin, c'est l'ADN du 5e arrondissement. Et que comme maire, toutes les initiatives qui contribuent à mettre à l'honneur les éditeurs, les libraires et les auteurs, ces magnifiques auteurs, elles sont les bienvenues. Et sachez qu'ici, vous aurez toujours une oreille attentive et en plus d'une oreille attentive, des énergies que nous fédérerons pour être à vos côtés. Voilà, donc merci, bravo, travaillez bien, lisez bien, voilà, et grâce à vous, j'ai découvert tout à l'heure un auteur que je ne connaissais pas. Donc, comme je ne parle pas russe, il faut que je trouve une traduction, Monsieur le Président. Je suis sûre que vous allez m'aider pour trouver la meilleure traduction. Voilà, vous êtes très fort sur l'affaire des traductions aussi. Merci. Ah oui, alors vous allez traduire ce que je vais dire, donc j'aurais dû m'arrêter au milieu. Merci en tout cas, bravo. Merci à vous. Двух словах по-русски, значит, госпожа мэр нас приветствует, подчеркивает, что община русская важная во Франции и вообще и здесь, в Пятом районе особенно. И она подчеркивает, что книга, издательство – это ДНК, можно сказать, этого района Парижа. Так что она всегда очень гордится и очень довольна давать возможность организовать вот такие мероприятия, связанные с книгой, с литературой. Ну и она готова еще почитать новых русскоязычных авторов, конечно, в переводе. Спасибо ей. Merci à vous. Maintenant, je vous dis en quelques mots ce qui va se passer donc, pendant ces journées. Ça va donc durer jusqu'à samedi soir. À 18h30 demain, nous avons la remise du prix Russophonie. N'oubliez pas que nous avons des tables rondes non seulement dans la mairie, mais dans plusieurs endroits du 5e arrondissement, notamment au centre, au lycée Henri IV, qui est juste en face après le Panthéon. Ensuite, au centre Arras et à la BILIPO. La BILIPO, c'est la bibliothèque des littératures policières et qui se trouve un tout petit peu plus loin. Alors, je sais bien que sous la neige, ça va être un peu une traversée sous la neige, mais c'est pas très loin. 5 minutes de marche là-bas, 5 minutes de marche pour revenir. Vous avez les expositions qui vous sont présentées dans le programme. Et n'oubliez pas aussi que ce soir, au lycée Henri IV, il y a un concert de musique classique, et ce soir et jusqu'à lundi, vous avez des séances de cinéma au cinéma La Clé, qui se trouve vers Sancier, et qu'il y a des films qu'on ne montre ou jamais, ou qui n'ont jamais été montrés. Il y a notamment Le Territoire de la Liberté, que vous verrez en avant-première de sa sortie nationale en France. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très bonnes journées, puis maintenant, je laisse ici la parole à la table ronde qui est prévue avec Zahar Philippine, que nous saluons, qui est ici. Merci à vous tous d'être là, et puis de très bonnes journées et de très bons moments ici. À bientôt. Pour cette première table ronde, l'écrivain Zahar Philippine, qui est un familier, un habitué, un ami de ces journées, mais notre joie est d'autant plus grande que depuis l'année dernière, il s'est passé dans sa vie d'écrivain des événements importants. Il a reçu le prix du Grand Livre, qui est
une récompense considérable qui concerne tout l'espace de la littérature de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire de la CEI, c'est dire la dimension du prix, et ce prix va à un roman magnifique qui n'est pas encore traduit en français, mais je suppose qu'il le sera bientôt, qui est Habiti, et donc on traduira peut-être par l'asile ou l'hospice. En tout cas, c'est un événement dans la vie littéraire russe tout entière, et certainement pour nous une occasion de répercuter son œuvre en français et de le traduire avec encore plus de talent et de conviction. Alors, ce prix n'est pas le seul, parce que ça, c'est le grand prix dont vous avez peut-être entendu parler, pour peu que vous intéressiez à la littérature russe, mais il y a un deuxième prix que Zakhar Prilepine a reçu, je pense, ce mois-ci, qui est le prix Kozhinov, qui est le prix de la revue Nash Savremennik, notre contemporain, et qui est une revue à laquelle il est très attaché, parce qu'elle a beaucoup publié. Inutile de vous dire que Zakhar est publié dans beaucoup de revues et que ses publications sont très éclectiques. Il ne s'agit pas de le caser dans une simple dimension politico-littéraire, mais il se trouve que Nash Savremennik a une place très particulière dans la littérature russe aujourd'hui. C'est une revue qui existe depuis 1956 et qui a accueilli des écrivains réalistes, puisque c'est la définition du prix que Zakhar a reçu, c'est une contribution à la littérature réaliste d'une manière générale, mais qui vise particulièrement l'œuvre de publiciste. Et c'est exactement ce qui concerne le livre dont nous allons parler aujourd'hui, qui est « Je viens de Russie » et qui est l'autre dimension de l'œuvre de Zakhar Prilepine. « Je viens de Russie », donc traduit par Marie-Hélène Correa et édité par les éditions de la Différence en mai 2014. Alors, lorsque l'on évoque cette contribution de Zakhar Prilepine à la revue Nash Savremennik, je voudrais encore dire 2 mots là-dessus, c'est que beaucoup de ces ces croquis, je dirais, ces essais, même très courts, ont été publiés très régulièrement et ont certainement, il va nous le dire tout à l'heure, une importance tout aussi grande que son œuvre de romancier. Et je crois que l'erreur, pour nous qui ne connaissons pas la notion, nous ne sommes pas familiers avec la notion de publiciste, c'est-à-dire publiciste, c'est pas simplement journaliste, c'est un journalisme littéraire. Si vous voulez, il y a un continuum dans la culture russe qui va du romancier, le publiciste qui a cette plus-value littéraire très importante, et le journalisme, et ensuite la poésie, et pour Zakhar, ça va jusqu'à la musique. Vous voyez, il n'y a pas de coupure, et il s'agit nullement de, quand on prend dans les mains, et on n'a pas essayé ici de vous le faire sentir, le livre dont je viens de Russie, on n'a pas une petite prose, quelque chose qui serait un produit secondaire par rapport à la grande inspiration de ces romans. Et d'ailleurs, les thématiques sont les mêmes. Les thématiques de l'œuvre générale de Zakhar Prilepine sont l'urgence des préoccupations politiques et sociales, qui sont aussi la trame de ces romans, et tout en maintenant le cap sur une exigence esthétique sans faille. Et ce qui est je pense, sa préoccupation
la plus vitale, c'est celle de l'avenir de la Russie. Alors cet avenir de la Russie, nous en parlerons aussi, qui n'est pas toujours bien comprise dans notre monde occidental, au sens où il y a une passion pour la Russie dans les pages de Prélépine qui nous semble être un peu à côté de nos valeurs, de notre esthétique, de nos réserves sur le patriotisme. Enfin, tout cela est évidemment pour le public français un peu insolite. Mais ces questions ne sont pas si nouvelles. C'est-à-dire comme contributeur à la revue Nash Savremin, notre contemporain, il s'inscrit dans une lignée d'écrivains paysaniers qui étaient très critiques par rapport à la réalité soviétique des années, après les années 50, puisque la revue est née en 56, et il y a là de grands noms, Abraham, Falstaff, et bon, on ne va pas faire ici un tableau de ce qu'a été la production de cette revue, mais je pense qu'il faut sentir cet amour de la Russie qui passe par la terre, et voilà, je crois que là, peut-être la meilleure des choses à faire, c'est de vous lire un passage qui, en français bien sûr, qui vous donne cette sensibilité de la terre russe, mais d'une manière très profonde à la fois et très large. C'est-à-dire nous ne sommes plus dans un petit pays et nous ne sommes plus en train de regarder notre chaumière. Nous parlons de choses beaucoup plus graves et beaucoup plus ambitieuses. Voilà. Alors Marie-Hélène va vous lire un passage qui se rapporte à Moscou. Tout le monde le vit par Moscou. Et vous allez sentir tout l'humour et en même temps la tendresse infinie de Zakhar Prélépine. Et si tout le monde allait s'installer à Moscou, tout notre malheureux pays, tous veulent sournoisement s'unir à Moscou par villages entiers, par provinces entières, Astrakhan accroché au pan de son manteau, l'Oural campé sur son dos, la taïga profonde et gelée, les terres noires lointaines, les coins les plus minables et les plus reculés. Voilà, alors c'est dans cette ironie aussi que l'on sent très vite, qui fait que nous avons une spontanéité magnifique dans ces pages, au point qu'on pourrait penser quelquefois que c'est improvisé, que tous ces détails crus et concrets qu'il apporte sont là, qui contrebalancent la gravité du propos, la gravité du questionnement sur l'avenir de la Russie. Et donc tout ça passe par des images très drôles souvent. C'est vraiment un magicien des images, par exemple le portrait de Gorbatchev en poisson, ou alors la visite des écrivains à laquelle il a participé chez Vladimir Poutine, et qui donne un texte très très amusant qui s'appelle « Monsieur le Président, ne jetez pas votre bloc-notes ». Et voilà, alors je vous le laisse découvrir, on ne va pas vous donner des passages pour vous donner ce goût de l'humour qui est partout, qui traverse le livre. En tout cas, c'est une manière de dire entre les lignes, une manière aussi de provoquer le lecteur. De dire, vous savez, j'ai mes convictions, j'y tiens, mais je peux me tromper. Voilà. Et ça, c'est évidemment tout le charme et l'art brillant de son récit, et une manière aussi de vous interpeller, de nous aller. En parlant de l'écrivain Kataï, il dit, mais au fait, est-ce qu'on l'a lu vraiment? Et tout d'un coup, vous vous sentez entrer dans le livre vous-même, et en fait, c'est un passage permanent de la colère d'un homme qui a vécu des choses dures et dont le destin suit celui de la Russie depuis 25 ans et avant même. Et en même temps, un attendrissement ironique qui ne passe jamais par le pathos, jamais. Et
je peux vous donner aussi un petit échantillon de cet attendrissement ironique à propos de son texte qui donne le titre au volume, qui est « Je viens de Russie ». Pendant l'hiver, tout l'hiver, ils mangent de la nourriture conservée dans des tonneaux. Ils mangent ce qu'ils ont mis de côté et plongent les bras dans des barils puant la saumure. Ils vivent presque sans sortir, comme des tauds. La neige les engloutit jusqu'au sommet du crâne. Ils croupissent dans la pénombre et sentent mauvais. Parfois, ils se battent un peu. Quand ils en ont assez, ils prennent leur ski et vont à la chasse. Les écureuils intoxiqués par leur haleine alcoolisée tombent des sapins. Oui, alors il s'agit bien sûr des paysans russes, vous voyez. Et par ailleurs, il est très heureux de leur rendre hommage. Et il leur rend hommage de manière toujours très concrète à propos d'une panne de voiture où il le garde pendant 2 jours, il l'héberge, il le nourrit, il répare sa voiture et à la fin, il lui demande 11 roubles juste pour s'acheter une bouteille de vodka. Alors, vous voyez, l'effet de balance, encore une fois, entre la critique qui est un peu acerbe, quelquefois, sur les mauvaises habitudes, sur la brutalité des Russes, et cet amour inconditionnel. Donc, c'est en fait, qu'il s'agisse de ces romans ou de cette œuvre de publiciste, il s'agit du monologue d'un même homme, du militant qu'il est et qui assume ses convictions et qui provoque l'adversaire libéral sans aucun ménagement, sans s'en laisser compter, et toujours le poète qui transforme le plomb en or, c'est ce qu'on peut dire, mais c'est toujours très concret, donc sans aucune rhétorique, et ce qui me gêne beaucoup quand je vous parle de lui, parce que j'ai l'impression d'en mettre trop, vous voyez. Et donc c'est, par exemple, l'audace d'un récit comme le double portrait du Che Guevara et de Cervantes. Et c'est inattendu, juste, et tellement touchant. Donc c'est cette tendresse et cette intransigeance, donc en même temps, qui se donne la main dans toute son œuvre. Il a un cœur, vous n'avez pas encore entendu, mais je lui ai cédé la parole, il a un cœur grand comme ça, et il nous crie son aspiration au bonheur, qui va de pair avec la notion de grandeur et de beauté. Et c'est aux antipodes de la mesquinerie petite bourgeoise. Et là, avant justement de lui donner la parole, on va lire un petit passage qui l'associe à son épouse, Masha, qui nous fait aussi la joie d'être là, et qui s'intitule « Inutile d'attendre quelques mots sur le bonheur ». Récemment, je suis allée à Moscou. J'étais heureux, j'allais retrouver des amis, passer un bon moment. Je suis entrée dans le métro et j'ai vu des parents qui portaient 2 enfants sur leurs épaules. Des enfants manifestement drogués, qui dormaient d'un sommeil étrange, semi-comateux. Les parents faisaient la manche. Je suis sortie du métro et j'ai éclaté en larmes. Mais non, ça ne se fait pas. Et j'ai fait semblant d'avoir une poussière dans l'œil. J'ai envoyé un SMS à ma femme pour lui dire que le monde qui nous entoure est plein d'une tristesse et d'une amertume insupportables, que nous n'avons tout simplement pas d'autre choix que de condamner irrévocablement et à tout jamais au bonheur, ne serait-ce que nous-mêmes, pendant que nous en avons la force, pendant que nous avons toute notre raison, pendant que nous sommes ensemble. Et elle était d'accord. C'était exactement ce dont je rêvais à cet instant. Voilà, en un mot, lisez Je viens de Russie, c'est un livre qui vous requinque. C'est un livre tellement spontané, tellement généreux, qui vous donne à voir, qui est un kaléidoscope de la Russie actuelle et qui vous fait du bien. Voilà. Et je vais maintenant demander à Zakhar comment lui vit cette urgence d'écrire une littérature donc sous forme de publiciste, si vous voulez, comme on dit en russe,
donc, qui est ce journalisme littéraire qui l'accompagne au quotidien. Спасибо, Моника, за добрые слова. Здравствуйте. Merci Monique pour vos jolies paroles. Bonjour. Моника сказала, что книга «Я пришел из России» оставляет хорошие чувства. Я надеюсь, что оставляет, но оставляет не всегда и не у всех. Monique a dit que le livre Je viens de Russie laisse un bon sentiment. Je suis ravie si c'est ça, mais elle ne le laisse pas toujours et pas chez tout le monde. Ряд моих убеждений жизненных и политических вызывает некоторое раздражение в среде моих оппонентов. И вчера мне написали в Facebook, что в моем выступлении в Париже могут быть провокации. Я так понимаю, что меня специально посадили подальше от зала, чтобы яйца или помидоры не долетели до меня, чтобы было расстояние. Certains de mes engagements et de convictions irritent mes adversaires. Et hier, on m'a écrit sur Facebook que mon intervention lors des journées du livre russe peut être une provocation. Et je crois qu'on a fait exprès de m'éloigner de la salle principale pour donc que les tomates pourries ne parviennent pas jusqu'à moi. Позиция русского писателя, она всегда достаточно сложная и противоречивая. И зачастую включает в себя вещи взаимоисключающие. La position d'un écrivain russe est toujours quelque chose de compliqué et d'ambigu, et souvent elle inclut des choses qui se contredisent. Русский писатель, он одновременно революционер и неспровергатель тиранов, и одновременно вступает в сложные противоречия с властью, с царем или с генеральным секретарем. Un écrivain russe, en même temps, c'est un révolutionnaire qui cherche à mettre à bas des tyrans, qui se trouve tout le temps en état de contradiction avec le gouvernement, le tsar, le secrétaire général du parti. Русский писатель зачастую богомолец, и одновременно это существо, которое глубоко религиозно по своей сути. L'écrivain russe est quelqu'un qui lutte contre Dieu, mais qui est en même temps un être très religieux dans son essence. Русский писатель – это неизбежно человек европейской культуры, зачастую западник, одновременно зачастую также человек, который пытается доказать абсолютную состоятельность России и ее сущность не является европейской, является отдельной вещью в себе. L'écrivain russe est toujours un homme européen, des fois pro-occidental, mais en même temps, il cherche toujours à prouver donc, que la Russie est un pays donc, qui a le droit d'exister en tant que tel, que la Russie n'est pas un pays qui doit suivre le chemin occidental, mais qui a son propre chemin qui est donc, dans son essence quelque chose d'assez indépendant. Наконец, русский писатель, безусловно, носитель того, что называется гуманистическими взглядами, и одновременно очень часто этот человек суровый и зачастую даже то, что называется милитаристский. Русский писатель – это не Иисусик, не такой добрячок. Русский писатель – это мрачное и тяжелое существо, не всегда приятное в обиходе. L'écrivain russe, c'est quelqu'un qui défend toujours les valeurs humanistes, mais de l'autre côté, l'écrivain russe est quelqu'un d'assez dur, des fois militariste. Ce n'est pas un petit Jésus, c'est quelqu'un d'assez dur et assez morbide qui ne sera peut-être pas agréable pour tout le monde. И поэтому позиция, скажем, Достоевского, который был сначала едва не казнен за вольнодумство, а потом стал одним из людей, приближенных к царскому двору и проповедником консервативных ценностей. Позиция Лермонтова, который
находился в противоречии с властью и одновременно воевал на Кавказе в составе российских войск, позиции Толстого, гуманиста и одновременно военного и так далее и тому подобное. Это как раз традиционная позиция русского писателя, которые разнородные вещи абсолютно органично в себе соединяют. Et c'est pour ça que la position de Dostoïevski, qui a failli être exécuté pour sa manière de penser un peu trop libre et qui est ensuite, donc, qui s'est rapproché, qui a été rapproché du trône de Tsar et qui a prêché des valeurs conservatoires, la position de Lermontov qui donc, était en contradiction avec le gouvernement russe et qui en même temps faisait la guerre au Caucase, faisait partie de l'armée russe, et celle de Tolstoï, qui était d'un côté quelqu'un de très humaniste et de l'autre côté très militariste. C'est une position typique de l'écrivain russe qui arrive donc à joindre en lui des choses injoignables. Правда, вот во второй половине XX века возобладала, как кажется, одна тенденция в русской литературе, условно говоря, такая западническая тенденция, когда писатель коллекционирует, складирует плохие новости из России и представляет их на экспорт в Европе. И этот товар, конечно, достаточно востребован. Плохие новости из России — это всегда любопытно. Вот живут там дикари за колючей проволокой, у которых страшные тираны, которые как бы привыкли находиться в вековечном рабстве. Вот этот товар был востребован. Il est vrai que dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu une nouvelle tradition parmi les écrivains russes. C'était une tradition pro-occidentale de collectionner, de stocker de mauvaises nouvelles de la Russie et de les exporter à la suite à l'Occident. C'est vrai que les mauvaises nouvelles de Russie, ça marche toujours, c'est quelque chose de très curieux. On nous laisse voir des sauvages qui vivent derrière les fils de fer, qui sont soumis aux tyrans et qui se trouvent dans un état de l'esclavage éternel. Et donc c'était ça. Ну, простейший пример, например, это Людмила Улицкая, писатель, которого я глубоко уважаю, но тем не менее я не считаю, что это единственная возможная точка зрения восприятия того, что есть Россия, что есть русские люди, что есть русская история. L'exemple le plus saillant, c'est Ludmila Ulitskaya, un écrivain vers lequel j'ai un respect profond, mais je crois quand même que ce n'est pas la seule position, le seul prisme à travers lequel on peut voir la réalité russe, les gens russes et l'histoire russe. Это касается не только политики или истории России, это касается и многих вещей, связанных с семьей, с религией, в том числе с православной религией и самыми разными вещами. Cela concerne non pas seulement la politique, mais cela concerne aussi beaucoup d'autres choses qui ont à voir avec la famille, avec la religion, surtout en particulier la religion orthodoxe, et donc des choses très différentes. Я вам сейчас расскажу одну маленькую историю, на мой взгляд, показательную, не знаю, насколько ее можно адекватно перевести, но вот для меня в ней какие-то сущностные вещи заложены. Это история про Льва Николаевича Толстого. Je veux raconter une petite histoire qui semble un exemple assez saillant. Je ne sais pas à quel point on peut le traduire, mais pour moi c'est une histoire où je retrouve cette essence. Однажды, когда Толстой уже был глубоко пожилым человеком, в те годы, я напомню, он находился в состоянии разочарования во многих и многих вещах. Вообще, можно сказать, разочарование в человечестве. Ему не нравилось то, что люди воюют, то, что люди живут неупорядоченной половой жизнью, или даже что они вообще живут половой жизнью. Ему не нравились военные, ему не нравился алкоголь, ему не нравился табак, ему не нравилось все его мучило, раздражало, и он все время уходил гулять по поместью и возвращался каждый раз в очень тяжелом, сумрачном настроении, и его жена Софья Андреевна спрашивала: «Левушка, ну что же такое?» Он говорит: «Да вот беда, воюют, пьют, развратничают, ужас, мир лежит возле». C'est une histoire sur Léon Tolstoï. Et Léon Tolstoï, quand il était déjà assez âgé, il se trouvait dans un état de désenchantement constant. Il était tout le temps déçu du fait que les hommes font la guerre, du fait que les gens mènent une vie
sexuelle désordonnée, du fait tout simplement que les jeunes mènent une vie sexuelle, rien ne lui plaisait, ni les gens, ni ce qu'ils font. Et à chaque fois, il partait se promener donc, dans les jardins de son manoir. Il revenait d'une humeur assez maussade. Et sa femme, Sophie Andreevna, lui demandait « Mais qu'est-ce qui se passe, mon cher Léon ?» Et il disait « Tu vois, c'est un malheur. Regarde, donc, ils font la guerre, ils boivent partout, la guerre, l'alcool, la luxure. » И однажды он возвращается в очень хорошем настроении, в прекрасном. И Софья Андреевна говорит: Левушка, что же случилось? Почему ты так смеешься? Et un jour, il rentre à la maison et il est d'une humeur excellente, d'une très bonne humeur. Et alors Sophie Andreevna lui demande « Mais mon petit Léon, pourquoi est-ce que tu ris comme ça ?» Он говорит: представляешь, я вот иду по полю, и навстречу мне идут два гусара. У них расстегнута форма, у них вот эти голые тела, они пахнут потом, они пьяные, и они говорят о бабах, о женщинах. Tu vois, je marche dans le champ et à ma rencontre marchent deux hussards. Donc leur uniforme est défaite, on voit leur corps nu, ils sont sous, ils sentent la sueur et ils parlent des femmes. О бабах, о войне и сквернословят еще при этом. Ils parlent des femmes, de la guerre et ils poussent des jurons. Она говорит: ну и что же, Левушка? Он говорит: молодцы. Et il dit: mais alors, Léon? Et il dit: mais qu'est-ce que c'est bien? Потому что главное качество Толстого – это мирооправдание. И чтобы он не писал в своей публицистике, проза Толстого, равно как и проза Достоевского, это всегда мирооправдание, оправдание в том числе русского мира и русского человека за всем разнообразным поведением, которого стоят какие-то вещи, которые возможно оправдать. Parce que l'essentiel, ce que faisait Léon Tolstoï, c'était la justification du monde. Et justement, c'est ce que font les écrivains russes, Tolstoï, Dostoïevski et d'autres. Ils essaient de justifier le monde, ils essaient de justifier l'homme russe dans ses mauvaises habitudes, dans ses déboires, derrière lesquels il y a toujours quelques justifications profondes, c'est-à-dire qu'on peut toujours justifier. И вот это вот толстовское молодцы, это есть камертон для меня. Я пытаюсь через это молодцы попасть вот внутрь моего народа и моего русского мира и как-то объяснить его при помощи вот этого странного противоречия. Et cette phrase de Léon Tolstoï, quand il dit qu'est-ce que c'est bien, donc bravo à ces gens, pour moi c'est une sorte de phrase donc, à travers laquelle j'essaie d'entrer donc, dans la littérature et dans cette justification du monde. Мне кажется, что на Западе иногда существует такое несовпадение двух планов. С одной стороны, вот русская культура как таковая и, безусловно, великая русская литература со всеми этими именами, со всеми этими необычайными прорывами, со всем этим колоссальным культурным багажом, с одной стороны, и с другой стороны, вот эта мрачная Россия, склонная жить с тиранами, склонная к агрессии, склонная к войне. И людям как-то на Западе часто кажется, что вот есть одна Россия, вот это вот страшная и чудовищная, и есть другая, где писатели, где Чайковский, где Мусоргский, где художники, где балет. А на самом деле это две России, это не разные какие-то, это две, и они неразделимы. Dans l'Occident, je crois qu'il existe deux plans qui n'arrivent pas toujours à se superposer. L'un plan, c'est celui de la grande Russie culturelle, donc avec tous ces écrivains, avec tout ce bagage culturel colossal. Et de l'autre côté, c'est cette Russie monstrueuse. Donc les gens qui ont le penchant à se soumettre toujours à un tyran, qui ont le penchant vers l'agression, vers la guerre. Et on a l'impression que ces deux plans existent séparément, c'est-à-dire d'un côté vous avez la grande Russie avec Tchaïkovski, Moussorgsky, littérature ballet, et de l'autre cette Russie monstrueuse. Mais en vérité, il ne s'agit pas de deux choses différentes, il s'agit de deux Russies qui ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. На самом деле, безусловно, если бы не было вот этой
монструозной истории России или великолепной истории России, если бы не было этого пространства, если бы не было этого русского мужика, если бы не было этих царей и этих военных противостояний, если бы не было этого всего, что зачастую вызывает неудовольствие, пугает или раздражает, не было бы этой великой русской литературы. Она прямое следствие того, что вы видите и понимаете под Россией. Mais à vrai dire, sans toutes ces contradictions, sans ces conflits formidables, monstrueux, sans ce large espace, sans le Moujécrus, sans les tsars et sans tous ces conflits militaires, cette autre Russie n'aurait jamais pu exister. И то, что сегодня происходит в России, сегодня происходит с Украиной, сегодня происходит на Донбассе, это тоже одна из иллюстраций того, о чем я говорю. И это еще один сложный раскол внутри русской культуры, когда одна часть русской литературы, условно говоря, либеральная или не условно говоря, западническая, а может быть не совсем западническая, всецело принимает сторону Украины или так называемых цивилизованных ценностей, и другая часть русской литературы, которая воспринимает это иначе. Об этом не идет речь в этой книге, но все, что написано в этой книге, напрямую касается этой темы. Et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui à Donbass, c'est aussi une illustration donc de cette littérature russe, c'est aussi une division justement dans la littérature quand les auteurs qu'on pourrait appeler libéraux ou pro-occidentaux, même s'ils ne sont parfois pas tout à fait pro-occidentaux, les auteurs qui défendent ce qu'on appelle donc les valeurs de civilisation se rangent complètement du côté de l'Ukraine et d'autres se rangent du côté de Donbass. C'est également donc une illustration de ce que je viens de dire et cela aussi c'est dans mon livre. Традиционное восприятие России, с которой Россия не особенно спорит, что Россия в целом это тюрьма, война и водка, вот об этом тоже идет речь в этой книжке, там есть тюрьма, война и водка, я все это беру, как детский конструктор разбираю, потом заново собираю, и вы можете тоже это сами проделать и поработать с этой мифологией, которую я подтверждаю, и я же сам высмеиваю. Cette perception de la Russie traditionnelle, que le peuple russe ne dit pas vraiment que la Russie soit donc composée de prisons, guerre et vodka, c'est aussi dans mon livre. Vous retrouverez dedans la prison, la guerre et la vodka. Donc je prends ces trois composantes et j'en joue comme du Lego. Et vous aussi, vous pourriez construire et déconstruire ces mythes desquels est constitué le mythe de la Russie. По сути, единственное различие между мной и писателем моих взглядов и моими оппонентами либерального толка, оно одно, и оно очень простое. Я внутри этой России со всеми ее тяготами и недостатками чувствую себя совершенно спокойно и органично. Это моя естественная среда. А они чувствуют там себя плохо, дурно, и им там все время тяжело, и они пытаются из нее как-то вот вырваться. Они пытаются научить этих рыб дышать воздухом или научить этих птиц плавать под водой. А мне кажется, что там все должно быть так, как оно и есть в целом. Понятно, что там многие частности чудовищны, но это моя, еще раз повторяю, естественная среда. Et en fait, la seule grande différence entre moi et mes opposants libéraux, c'est que moi, je me sens bien, je me sens comme un poisson dans l'eau, dans ce milieu, avec ses désavantages, avec ses malheurs. Donc je me sens tout naturellement en Russie. Et eux, ce milieu les oppresse, ils se sentent mal, ils étouffent. Et ils aspirent à s'échapper de cette Russie, ils aspirent à prendre le poisson, à respirer dans l'air, ou à prendre à l'oiseau de marcher par terre.
Moi, je crois que tout ça, c'est naturel et je me sens très bien dedans. Et je crois qu'il faut le laisser comme ça, sauf donc quelques spécificités qui sont vraiment horribles. Я забыл ответить на вопрос, сейчас на секунду. Зачем публицистика? Почему публицистика? Потому что есть вещи, которые не помещаются в художественную прозу, потому что я не буду писать повесть о том, как я встречался с Путиным, и рассказ про Горбачева я тоже писать не буду. Но я вот видел и встречался, и знаю и того, и другого, и, конечно, публицистика, она дает возможность говорить о вещах сиюминутных, но забавных и в чем-то важных. Et donc j'ai oublié de répondre à la question. Pourquoi publiciste? Parce que la littérature, la prose artistique ne me laissera pas écrire certaines choses. Par exemple, je ne vais pas écrire dans un roman comment j'ai rencontré Poutine, je ne vais pas écrire dans mon roman sur Gorbatchev, tandis que je connais les deux et je voudrais donc décrire ces rencontres quelque part. Merci, Zaka. Alors, on va maintenant peut-être demander, puisque c'est la règle du jeu, je crois que c'est la rencontre entre l'écrivain et son traducteur, en l'occurrence la traductrice Marie-Hélène Correa. Et dans tout ce que nous dit Zaka, c'est-à-dire le danger des poncifs, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait éclater, sauter les poncifs sur la Russie. Se pose un problème de traduction, parce qu'il y a d'une part les réalités qu'il décrit et qui pour les Français, avec des mots français, évoquent souvent autre chose. Et comme il y a souvent des jeux de mots, souvent des allusions, il faut lire entre les lignes, c'est une tâche très difficile. Et je crois que Marie-Hélène va donner quelques exemples. Avant, je voudrais simplement signaler qu'il y a le journal de Donbass, donc qui est un journal de quelques pages, qui est apparu justement dans le numéro de novembre de Nash Savlemienne, et j'espère que nous pourrons le mettre dans le deuxième volume qui est prévu, un deuxième livre de chronique, qui est maintenant en cours de traduction, parce que c'est un témoignage très fort et je crois qu'il nous met, nous, Français, face à nos responsabilités. Il décrit de manière quotidienne, de manière très sensible, cette réalité épouvantable de ce qui se passe aujourd'hui dans le Donbass. Donc Marie-Hélène, mais bon, ça c'est une aparté, voilà. Les textes de Zakhar Prilepitz, en fait, sont relativement courts, globalement, c'est généralement 2-3 pages. Il y en a un ou deux qui sont plus longs que les autres. Et chaque fois, on rentre dans un univers, on démarre, on est embarqué quelque part, et on arrive au bout, on est épuisé, on est à bout de souffle, mais on a vécu quelque chose de très intense. Et le plus difficile, c'est de faire partager cette intensité, tout en reste, et en même temps la culture, les réalités russes, sans encombrer le livre avec des notes qui raconteraient des tas de choses inintéressantes, enfin pas inintéressantes, mais qui du coup vous sortent de cet univers. Et la plus grande difficulté pour moi, ça a été de savoir quand mettre des notes, quand ne pas en mettre, quand essayer de faire sauter des choses qui risquaient d'encombrer plutôt que ou de gêner la perception immédiate du texte, plutôt que raconter des choses qui expliqueraient, mais par exemple dans un des textes, Zakhar raconte l'histoire d'un attentat qui s'est déroulé, et chez les terroristes on a découvert des livres, dont son livre, et alors il dit, en fait si on avait découvert l'équipe, moi j'ai dit le petit poussé pour éviter de parler du problème du conte russe auquel faisait allusion Zakhar, parce que c'était pas l'objet, c'était pas le propos. En même temps, c'était un petit peu dommage parce qu'on perdait quelque chose, mais en même temps, on gagnait quand même du point de vue de la dynamique dans le texte. Et c'est constamment une difficulté parce que c'est très dense et chaque fois qu'on met une note, on dilue. En même temps, on ne peut pas du tout ne pas en mettre, parce que ça complique terriblement les choses. Я понимаю, что это очень сложная работа, потому что
но зачастую, я ведь, честно говоря, не пишу в расчете на читателей из другой страны, не предполагал, что эта книга будет переведена, но если я в России произношу, допустим, пишу, что вы не знаете, как мы любим свою власть, мы очень любим свою власть, в России все понимают, что я просто валяю дурака и издеваюсь. А если это перевести, человек прочитает, что вот он любит свою власть. И таких примеров, это просто самый простой пример, но они там на каждой странице. C'est vrai que je comprends que ce soit quelque chose de très difficile parce qu'à vrai dire, quand j'écris, je ne pense pas à un lecteur étranger et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce livre soit traduit. Mais c'est vrai, je me rends compte que quand j'écris en russe, vous ne savez pas comment on aime notre gouvernement. On aime vraiment notre gouvernement. N'importe quel russe comprendra qu'il s'agit de l'ironie, que je ne fais que faire le fou. Mais si on le traduit comme ça, le lecteur étranger, il lira, on aime notre gouvernement et c'est ce qu'il comprendra. С другой стороны, и в России, и во Франции очень серьезные литературные традиции, и поэтические, и, ну, что называется, иронические, саркастические. Я думаю, что у меня никогда не было никаких проблем с французской литературой, мне всегда она казалась совершенно родственной, да, и я думаю, что и у вас не должно быть никаких проблем, вы поймете. De l'autre côté, la littérature russe, tout comme la littérature française, ont tous les deux une tradition très longue, en même temps poétique, mais aussi ironique et sarcastique. Et je crois que moi, par exemple, je n'ai jamais eu de problème avec la compréhension des textes français. Il me semblait toujours familier, il me semblait apparenté en quelque sorte au texte russe. Et je crois que pour vous, ça ne poserait pas non plus de problème. Peut-être un ou deux exemples encore, Marie-Hélène? Oui, enfin moi j'ai constaté que le texte le plus long c'est celui du Pichalnikov, d'un poète qui est devenu menuisier, charpentier. Et c'est en fait c'est l'histoire de la vie de cet homme, mais il fait une quarantaine de pages je crois, et c'est un roman entier. On commence avec un portrait de l'homme aujourd'hui, ensuite on a toute la description d'une époque, on raconte comment sa mère travaillait pour Staline, elle était dactylo au Kremlin, et on a toute une description de ce qui se passait dans le Kremlin et comment un jour la mère de son copain, la mère du poète dont on parle là, avait été obligée de se cacher dans les toilettes parce que Staline arrivait et qu'on faisait fuir tout le monde à son passage. Et c'est des choses c'est comme un roman en quelques pages. Après quoi, il y a l'époque de ce jeune homme qui est étudiant, qui est envoyé dans le Grand Nord pour faire des études. Il a fait des études de géodésie, il part dans le Grand Nord, il consomme beaucoup d'alcool, après il devient dissident. Et donc à travers la vie de cette personne, on découvre aussi la vie du pays avec des réalités du quotidien, et c'est toujours très difficile de... Par exemple, il cite le numéro du Porto que buvaient les étudiants et combien écoutaient, tout le monde savait exactement. Enfin, c'est des références qui sont d'une précision extrême pour des Russes, mais qui pour nous, évidemment, n'ont pas beaucoup de sens. Dans quelle mesure faut-il expliquer, dans quelle mesure faut-il se dire, bon, on comprendra ce qui se passe et tout ça. Et il y a d'autres exemples aussi qui sont plus concrets, plus simples, du genre... un jour, il parle de son enfance et c'est sur un texte qui dit c'est bientôt l'été. Et il fait remarquer qu'en fait, les meilleurs souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs d'été, quoique il y ait un souvenir d'hiver, un jour où il avait perdu ses caoutchoucs. Et la notion de caoutchouc, à nouveau, pour un Français qui vit dans l'Hexagone, c'est pas très clair. Mais quelques lignes plus loin, il explique que c'était les caoutchoucs qu'on portait sur nos bottes de feutre. Moi, je me suis dit qu'on pouvait comprendre que ce n'était pas la peine de faire une thèse sur les caoutchoucs, mais c'est toujours difficile parce que si on ne comprend pas, ça gratte, ça arrête dans la traduction. Enfin, si quand on lit une traduction, on est arrêté par des choses qui nous gênent, c'est embêtant. Si on est embêté par un excès de notes, c'est aussi embêtant. Alors, il faut essayer de temporiser, de trouver le juste milieu, en comptant bien sûr sur l'astuce du lecteur, et puis aussi en essayant de respecter l'humour, la finesse de l'auteur. Voilà, moi je pense qu'il comprend tout à fait la difficulté et le mérite de Marie-Hélène, les mérites de Marie-Hélène. Знаете, это больше, чем сложность. Это всякий переводчик, он не просто переводит, он живет
изучает твою историю болезни и болеет вместе с тобой. Он твой личный психолог, он твой личный следователь по твоим самым важным делам. Я своих переводчиков стесняюсь, я боюсь им в глаза смотреть, потому что читатель, он бегом пробежал по тексту, и все, и он свободен. А переводчик, он изучает каждое слово. Это просто, это страшно. C'est plus que complexe. Pour moi, le traducteur, ce n'est pas quelqu'un qui traduit un livre, c'est quelqu'un qui étudie ton histoire de maladie et qui est malade avec toi, c'est ton psy personnel, c'est ton juge d'instruction personnel. Et moi, j'ai honte de mes traducteurs, j'ai peur de leur regarder dans les yeux, parce que le lecteur, il va parcourir le livre, après il le ferme et il est libre. Tandis que le traducteur, il doit vraiment étudier chaque mot séparément, enfin chaque mot. Et moi, j'ai peur de mes traducteurs. У меня есть мой переводчик, вот другой французский Жиль де Бланше, который переводил мои романы, и она несколько раз меня приглашала в гости, побывать у нее дома, выпить вина там, и я боюсь просто, я думаю, что в какой-то момент обеда она скажет, я все знаю про тебя, и я упаду в обморок, потому что она действительно все знает. Mon autre traductrice, c'est Joëlle Dublanchet, qui a traduit plusieurs de mes romans, et elle m'a invitée chez elle à plusieurs reprises en disant voilà, viens chez moi, on va boire un thé. Et moi j'ai peur de venir parce que j'ai peur qu'au milieu du dîner, elle va me dire je sais tout sur toi, et moi je vais tomber dans les pommes parce qu'effectivement elle sait tout. Nous aurions bien du plaisir à vous écouter encore plus longtemps. Mais je pense qu'il faut laisser quelques minutes pour les questions de la salle. Je voudrais particulièrement vous remercier pour ce moment de partage chaleureux et remercier tout particulièrement Monsieur Prélépine pour l'authenticité de ses propos qui valent à certains moments, qui peuvent faire fonction de témoignage. Voilà, alors s'il y a des questions dans la salle, nous avons quelques minutes pour le faire. Здравствуйте. Разрешите мне задать вопрос на русском языке, то показать, что есть французы, которые немножко наговорят на вашем великолепном языком. Вы чудно и очень глубоко назначали это противоречие в русской мысли и в русской литературе. Но вы знаете, Гёте сказал: «У меня две души». Вы можете проявлять такая специфика? Это часть исторический опыт, это климат, это трагедия истории, это часть европейской и азиатской, это запад и юг. И, конечно, мы любим это, потому что это нам дает какой-то другой взгляд. Я думаю, что как трудно впереди смотреть. Как вы видите эволюцию русской цивилизации через 10-20 лет, если можете предвидеть, потому что все-таки писатель – это кто, который смотрит не только позади, но вперед, как музей. Вот, вы можете, я знаю, это трудный вопрос. Мы можем, я хотел бы, мы так хорошо с женой вас слушаем, мы хотели, чтобы вы немножко побольше нам хлеба дали. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Вы знаете, я не уверен, что я вас обрадую, но я все больше и больше с годами понимаю, что само понятие эволюции и прогресса, оно для России в целом не характерно. Для русской литературы, для древней русской литературы, а древняя русская литература одна из старейших литератур Европы, как ни странно, она появилась одновременно с старейшими европейскими литературами в XI веке. И для первых 4, 5, 6 столетий русской литературы понятие прогресса вообще не существовало. Там существовал только годовой цикл священных праздников христианских. И в этот цикл вписывалась то победа над поганым, в смысле, над
таро-монгольским нашествиям, то рождение святого, то смерть князя. И вот эта вся история русская, это и есть русский круг. И последующие истории, последующие новейшее время, да, с 17 по 21 век, оно, мне кажется, утверждает, вот лично меня, в том ощущении, что Россия и прогресс — это вещи, которые находятся очень далеко друг от друга. Мы не прогрессисты, мы люди, которые находимся внутри годового христианского цикла. Это и есть наш путь. Donc la question était, je résume, donc Monsieur remercie Monsieur Prilepine pour avoir très bien désigné les contradictions russes et il lui demandait aussi de tracer, s'il le peut, donc l'évolution de la société russe, de regarder un peu en avant et de dire donc comment il voit cette évolution. Et Monsieur Prilepine, donc la réponse de Monsieur Prilepine, c'est que malheureusement je ne pourrais peut-être pas vous réjouir parce que la notion du progrès, la notion de l'évolution, ce n'est pas une notion qui est très propre à la Russie. La littérature russe ancienne, qui est effectivement un phénomène très ancien, qui est né en même temps donc, que l'ancienne littérature européenne en XIe siècle, cette littérature, pendant ces 5-6 premiers siècles, ne connaissait pas vraiment la notion de progrès, la notion d'évolution. Elle connaissait la notion du cycle, marqué par les sacres chrétiens les plus importants, les fêtes sacrées. Et c'est dans ces sacres que s'inscrivait, par exemple, la victoire remportée sur les païens, sur les Tatars mongols, ou la naissance d'un saint, ou la mort d'un prince. Et je crois que donc, la littérature du temps moderne, du XVIIe au XXIe siècle, ne fait que le confirmer. La Russie ne connaît pas vraiment cette notion du progrès, nous ne sommes pas des progressistes, nous connaissons cette notion du cycle chrétien. А то, что вот, как вы объяснили, странности России, это все очень точно. Безусловно, все-таки мы все знаем, что это самая большая страна на земном шаре. И, конечно же, в России парадоксально звучит мнение о том, что Россия — это Европа. Но, понимаете, в Сибири, и во Владивостоке, и на Колыме, и на Сахалине очень смешно говорить о том, что мы Европа. Понимаете, там Северная Корея и Япония ближе на несколько тысяч километров. Но и дело даже не в этом. Дело в том, что, давайте честно себе признаемся, что Европа никогда не будет воспринимать русских как европейцев. Это нормально совершенно. В этом нет никаких проблем. И русские должны понимать, что они не европейцы. Русские хороши ровно настолько, насколько они русские. Понимаете, это одна из ошибок современной цивилизации в том, что мир воспринимается, что он хорош ровно настолько, насколько он похож на Европу, а сегодня на США. Вот насколько он хорошо это обезьянничает, настолько он и хорош. Я думаю, что это не совсем верно, и уж совсем точно неверно для России. Et en ce qui concerne donc ces contradictions, ces ambiguïtés russes que vous avez relevées, effectivement, donc la Russie est un pays qui emploie beaucoup de contradictions parce que c'est le plus grand pays donc, du globe. C'est un pays très large, c'est toujours très étonnant d'entendre dire que la Russie c'est l'Europe parce que dans les Sibéries, à Vladivostok, à Kolyma, ce serait très marrant, ce serait très amusant de dire que la Russie c'est l'Europe, tandis que la Corée du Nord et la Chine se trouvent de plusieurs milliers de kilomètres plus proches que l'Europe. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être une tendance donc, un peu étrange de croire que le monde est bien seulement dans la mesure qu'il s'approche de l'Europe et que donc l'être humain est bien dans la mesure où il s'approche d'un Européen ou aujourd'hui donc de l'Américain. C'est-à-dire que quand il singe l'Américain ou l'Européen allait bien, je ne crois pas que ce soit vrai, et surtout je ne crois pas que ce soit vrai pour le Russe. Вот как раз нынешнее противоречие и война, прямо скажем, на Донбассе, в Украине, в Новороссии, она из этого и происходит, что есть два пути, да, есть путь цивилизационный, прогрессивный, эволюционный, возможно это не так, есть путь
вот этого круговорота русской истории. И Украина распалась, по сути, на две части. И одна из этих частей хочет пребывать внутри вот этой российской матрицы, внутри этого российского круговорота. Она не желает перемещаться в чуждую ей систему жизненных, социальных и прочих ценностей. И мне кажется, что это показательно, и это не грех, и это не чудовищно, это просто личностный, глубоко демократичный выбор людей. Et ce qui se passe aujourd'hui à Donbass, justement, c'est la contradiction de ces deux voies. Quand ceux qui restent à Donbass ne veulent pas choisir le chemin, on peut dire, de l'évolution et de progrès adopté par l'Ukraine de l'Ouest, donc ces gens-là désirent rester dans ce cycle chrétien, dans ce cycle d'histoire russe. Ils ne veulent pas s'en sortir, et je crois que c'est un choix démocratique qu'ils ont le plein droit de faire. Voilà, pour finir, justement pour finir sur ces paroles et cette allusion au Donbass, je prends moi l'initiative très personnelle ici de vous dire que si vous souhaitez soutenir le Donbass et en particulier répondre à l'appel que Zakhar a lancé sur le journal en ligne Presse Libre pour l'aide à un de ses camarades qui a été atrocement mutilé la semaine dernière. Voilà, vous me trouverez et on peut en parler, on peut peut-être faire ensemble quelque chose, même de modeste, pour lui donner aussi le courage de continuer, parce que c'est un combat qui est long et qui sera très difficile. Voilà. Merci. Nous devons conclure en vous remerciant chaleureusement. Et je crois que nous partons tous avec l'envie d'en savoir un petit peu plus sur les écrits de M. Pellegrini. Voilà. Un grand merci et nous vous applaudissons.